Hello, hello, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau live que je réalise avec Marianne qui va nous rejoindre dans quelques instants. C'est le retour des lives Et si on impactait. Donc j'espère que cette interview va vous plaire. On va avoir la chance d'accueillir Marianne qui va nous parler de son parcours entrepreneurial et de tout un tas de choses autour de ce qu'elle a vécu, voilà, de comment elle s'est lancée, des difficultés qu'elle a pu traverser, de ses réussites aussi et de ce que ça fait aussi d'être entrepreneur et hypersensible. Donc voilà, je vais ajouter Marianne. Je vais t'envoyer. Moi, j'ai hâte en tout cas de vous retrouver pour ce nouveau live. Comme je vous l'ai dit, j'en fais maintenant, j'essaye d'en faire de plus en plus régulièrement, toutes les semaines. Et on accueille Marianne. Bonjour, bonjour. Bonjour à toi, comment vas-tu? Bah ça va super et toi? Très bien, très bien, très contente de faire ce live. Je suis ravie de t'accueillir sur mon compte pour qu'on puisse parler de ton parcours, que tu puisses nous évoquer tout ça. Et je sais que ça va être très riche pour tout le monde. Donc j'ai hâte qu'on puisse démarrer. Trop cool. Je suis trop contente. Ça me fait super plaisir de pouvoir échanger avec toi ce soir sur des sujets comme on va parler. Alors, est-ce que tu peux, pour commencer, peut-être te présenter un petit peu? Voilà, j'ai dit quel était ton métier, mais que tu puisses nous en dire un peu plus sur toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vas-y, c'est à toi. Allez. Alors du coup moi je m'appelle Marianne, j'ai 37 ans, je suis créatrice de robes de mariée sur Paris et sur Lyon et sur Rennes. Et je suis maman de deux enfants et en couple depuis 15 ans. Voilà. Ok, merci pour ça. Et du coup, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat. Tu t'es lancée Ouais. à ton Ouais. compte. J'ai passé le fameux cap qui nous fait toutes super flipper. Mhm. Ouais, ouais, j'ai lancé en fait ma boîte, j'ai appuyé sur le bouton on il y a 6 ans D'accord. et j'ai carrément changé de métier donc il y a 10 ans dans le but de lancer ma boîte un jour. Donc ouais, j'ai passé le cap. Bah, bravo pour ça déjà, mais ça s'est fait Merci. comment? Est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs éléments déclencheurs? Si tu nous racontes un peu ton histoire. Ouais, bien sûr. Alors, écoute, moi, j'ai un parcours un peu atypique. Quand Mhm. j'étais, déjà, je suis partie très très jeune de chez mes parents, donc j'ai dû m'assumer très vite. D'accord. Du coup, voilà, potentiellement, les études, c'était un petit peu compliqué. Je suis Mhm. partie bosser dans la première boîte qui venait, et il s'avère que c'était une boîte d'impression. Donc, j'étais commerciale dans l'imprimerie. J'ai fait quelques années là-bas. Ça s'est globalement très très bien passé parce que je me suis découvert une passion pour le contact humain, le côté commercial, Mhm. etc. Mais la dernière année, je suis tombée sur une chef épouvantable, vraiment une personne en fait qui m'a fait du harcèlement, c'est-à-dire D'accord. qu'elle m'a un petit peu broyée Mhm. chaque jour jusqu'à faire de moi ce qu'elle voulait. J'avais pas forcément le recul pour me rendre compte de ça, mais à un moment donné, ça a été trop et burn-out. Vraiment, effondrement, burn-out, plus envie de travailler, plus envie de rien en Mhm. fait. Donc là, je me suis posé sacrément des questions et je pense que mon envie est quand même arrivée à ce point-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit en fait, quand tu es dans une boîte et que t'es pas le boss, Mhm. eh ben tu peux tomber avec des gens qui sont bien, mais tu peux aussi tomber avec des gens qui se servent de toi et qui te détruisent. Et j'avais 25 ans, j'étais quand même assez D'accord. jeune, mais je me suis vite rendu compte que voilà, c'était plus possible pour moi. Donc c'est vraiment Voilà. cette expérience-là qui t'a décidé Ouais. finalement à oser passer de l'autre côté, hein, Ouais, côté entrepreneuriat. après, il y a plein de choses, si tu veux, tu vois, dans ma famille, j'ai des modèles d'entrepreneurs D'accord. qui ont réussi. Voilà, je mets des guillemets parce que réussi, voilà. Mhm. Donc j'ai quand même aussi ça, si tu veux, où je me suis rendu compte, petite, que quand tu es le boss, en tout cas dans ma famille, c'était comme ça, très patriarcal, etc. Bah, quand tu es le boss, tu es respecté et que c'est chouette d'être celui qui commande. Donc il y a un truc aussi un peu lié à l'enfance aussi, tu vois, où je me rendais compte que en fait c'était cool quand même de prendre les décisions, Mhm. etc. Plus bah, ce côté burn-out où finalement je me suis effondrée un peu en moi-même.
Et du coup, grosse remise en question. Et je me suis dit, la seule façon de travailler, parce qu'il va falloir travailler toute ma vie à 25 ans, Mhm. dans de bonnes conditions et dans des conditions que j'ai choisies, et ben, c'est de créer mon propre travail. Et j'ai eu conscience de ça. J'avais pas d'argent. J'avais personne qui m'a pris par la main pour me dire, alors il va falloir faire ça, ça, ça. Donc j'ai galéré, voilà. Mais je l'ai fait parce que je pense que c'était une question de survie dans un milieu où, enfin, dans un monde où il faut travailler, quoi, tout simplement. Oui. Voilà. Ok, donc tu as vécu une expérience difficile dans le salariat, et puis ça Ouais. t'a poussé finalement à te dire qu'une autre voie était possible et Mm. à aller explorer cette voie du salariat, de l'entrepreneuriat, pardon. Mm. Et finalement, même si c'était très dur, Mm. même si tu aurais pu en fait aller vers une autre voie, vers une autre entreprise, Mm. chercher un autre patron, un contexte où ça allait un peu mieux se passer, mais finalement, non, tu as fait ce choix-là de devenir ta propre patronne pour, Ouais. j'imagine, instaurer tes règles. Ouais, c'est ça, c'est que, en fait, donc, burn-out dans cette fameuse boîte, j'en viens à avoir envie de partir. Et aussi, j'en viens à avoir des envies de violence envers ma chef, tellement elle Mhm. était méchante et que ça faisait 1 an que je supportais ça, tu vois. Et je me suis dit, bon, déjà, instinct de survie, qu'est-ce que je peux faire? Mm. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est salarié? Eh ben, on demande une rupture conventionnelle pour avoir le chômage, le temps de souffler. Surtout c'était il y a 12 ans, le burn-out ou le harcèlement, c'était des choses un peu Mm. taboues. Et puis, j'avais pas envie d'en parler. D'accord. Voilà, c'était très douloureux pour moi. Donc, je me suis dit, bah, ok, je vais partir de la boîte, je vais demander une rupture. Sauf que ma boss, qui est toujours d'ailleurs en poste aujourd'hui, Mhm. enfin, la grande boss, pas celle en question, elle, ce qu'elle veut, c'est que si tu pars pour une rupture, eh ben, forcément, tu dois avoir un projet. Donc, D'accord. Ok. j'ai dû trouver un projet. Et le seul truc qui me motivait dans la vie à cet âge-là, qui me tenait debout, c'était de faire de la couture. Je rentrais chez moi, je faisais de la couture pour m'évacuer. Le week-end, je faisais de la couture. J'étais pas, bien sûr, enfin, j'étais pas professionnelle, mais je me suis dit, bah, ok, bah, je vais leur dire que je vais faire une école de couture et que je vais créer ma marque. C'est tout à fait plausible. Enfin, dans ma tête, tu vois. Mm. Mais quand je le disais, si tu veux, j'y croyais, oui et non, D'accord. très honnêtement. Ok. Et hop, on a perdu l'écouteur. J'y croyais oui et non. Et en même temps, je sais pas, tu sais, il y avait une voix au fond de moi, quelque chose de très Mm. intuitif. Mais en même temps, je me disais, attends, je dis ça, mais je sais même pas si je vais réussir à faire ça. Mais bon, voilà, si tu veux, voilà. Et puis finalement, comme j'ai monté mon dossier, j'ai fait une demande dans une école de fongicides, de trucs de machin, et j'ai été prise. Et en fait, je me suis dit, mais putain, c'est mon destin. En fait, il faut que je fasse ça. Donc, si tu veux, il y a quand même eu un petit peu de hasard. Tu vois, si aujourd'hui j'étais salariée à 37 ans et je retourne du coup dans l'entrepreneuriat, si je fais la même chose aujourd'hui, ça sera Mhm. beaucoup plus raisonné. Tu vois. Là, il y avait un truc un peu intuitif et je me suis dit, bon, bah voilà, faut y aller. Allez. Tu as suivi ton cœur et puis tu t'es lancé. Et t'as eu des craintes, tu as eu des peurs de justement faire ce grand saut. Bah ouais, franchement, très très honnêtement, beaucoup. Je pense comme beaucoup de femmes, et en plus aujourd'hui je travaille dans un milieu où je vois beaucoup de femmes, donc je vois quand même un peu les femmes jusqu'à un certain âge, les stigmates qu'on peut avoir en tant que femme, c'est-à-dire manque de confiance en soi, Mhm. donc manque d'assurance dans ses choix, peur de ne pas réussir, peur de l'échec, peur de me vautrer financièrement, peur d'être dépendante de mon mec, tout ça en fait. J'avais très très peur de réussir avant même d'avoir entrepris quoi que ce soit. J'avais peur d'être nulle parce qu'en plus moi je voulais faire un métier artistique, donc je ne Mhm. savais pas si j'étais douée ou pas. Je ne savais pas ce que je valais sur le marché de la couture ou de la mode ou enfin voilà. Donc ouais, j'avais très peur, j'avais la peur au ventre et cette peur me me paralysait, mais en même temps, la voix à l'intérieur de moi qui me disait, OK, maintenant il faut aller créer ton destin, et ben, elle était quand même, je pense, un peu plus forte que cette peur-là, malgré que cette peur était quand même énorme. D'accord, donc tu avais beaucoup de peur, mais finalement, ce qu'il y avait au fond de toi, cette envie, cet instinct aussi qui te poussait à aller vers ça, était plus fort et tu as pu aller au-delà de tes peurs et agir malgré tous tes doutes, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a peut-être un environnement qui t'a aidé, qui t'a été propice? Ils en disaient quoi autour de toi, ta famille, tout ça? Ils en pensaient quoi? Euh, Bah, je pense comme beaucoup de personnes en fait, ils étaient pas chauds.
C'est-à-dire que je te fais un peu le tableau, j'ai 25 ans, je gagne quand même assez bien ma vie parce Mhm. que j'étais commerciale et j'étais très douée quand même dans ce que je faisais, donc je manquais de rien. Je vais dire à ma famille, ok, j'arrête tout, je vais être au chômage avec tout Mhm. ce que ça comporte financièrement, je vais refaire une formation d'un an pour créer ma marque de mode alors que je n'ai aucun contact, on ne sait même pas si j'ai du talent, je ne sais pas du tout comment faire. Voilà, vraiment. Et donc là, autant te dire que bah, les gens autour de moi bah, se sont dit, c'est une folle. Voilà, c'est une folle. Mon mec, c'est quelqu'un qui croit en moi, mais malgré tout, il est très pragmatique. Tu vois, Mhm. moi, je suis très sensible, je suis très dans les émotions. Lui, il est très pragmatique. Donc, le projet, là, je lui donnais comme ça, mais je lui avais pas détaillé un truc précis. Donc, il s'est dit, wow, dans quoi elle Qu'est-ce qu'elle s'embarque? fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, alors qu'elle peut aller bosser n'importe où, et voilà. Donc, il y avait ça. Mais en même temps, il m'a toujours dit, si ton taf, ça devient trop, tu stoppes, tu coupes, on s'en fout, tu t'en vas et tu arrêtes. C'est ta santé en premier. Donc, il m'a quand même toujours soutenu dans cette Mm. démarche de changer de vie. Tu vois, mais en même temps, ça lui faisait peur, c'est normal. Enfin, clairement, ça avait un impact sur notre niveau de vie. Et bon, niveau de vie, quand je dis ça, ça fait bon peu, mais c'est pas du tout ça. C'est juste, Mm. est-ce qu'on va pouvoir payer le loyer et bouffer Oui, et remplir le frigo, tu vois? c'est quand même des vraies questions. C'est quand même des questions. On n'avait pas d'enfants, mais Mm. bon, faut quand même réfléchir à tout ça. Donc il y avait ça, et puis mes proches, c'est pareil. Si tu veux, ils étaient. Enfin, je pense à mon beau-frère où j'ai eu l'idée de ma boîte là maintenant dans une voiture en rentrant de week-end avec eux, où j'ai dit bon, je vais faire ça, 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 et ça va marcher. Et je commence demain. Et tout le monde m'a regardé, il me dit calme-toi, détends-toi, souffle un peu quoi. Et donc, non, je pense que ça faisait peur aux gens. Franchement, mes proches, je peux pas dire qu'ils m'ont dit oui, vas-y, à fond, on croit en toi. Mm. Ils m'ont aidé, tu vois, mais en même temps, ils m'ont dit attention, euh, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Et ils Tu disais tout ont à raison. l'heure, c'est sûr, c'est une aventure et c'est pas Mhm. toujours simple. Ouais. Tu as dit tout à l'heure que tu avais des modèles de réussite autour de toi. C'est qui ces modèles que tu avais? Et ben, j'en ai deux. J'ai mon beau-frère, donc qui est un peu comme mon beau-père, parce qu'il a l'âge d'être Mhm. mon papa, qui est quelqu'un qui est remarquable. Franchement, il bosse. Il prend soin de sa famille, il est discret, il travaille dur, il gagne bien sa vie. Donc, c'est vrai que ça fait partie du côté réussite, en tout cas de ce que je pensais avant, Mhm. tu vois, le côté financier. Oui. En tout cas, le côté stabilité financière, on va dire, plutôt. Donc, un salaire récurrent. Mhm. Et donc, il y a mon beau-frère et il y a mon grand-père, qui, pour le coup, n'est pas un modèle en termes de valeur, mais D'accord. qui est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé pour arriver à un certain niveau de réussite et de réussite de ses boîtes et de pérennité de son entreprise. Et donc, voilà, c'est des modèles masculins, forts. Et effectivement, je me suis dit, OK, ces gens-là peuvent réussir, donc je vais essayer de le faire. Et tu l'as fait. J'essaye. On reparlera justement de la notion de réussite tout à l'heure, mais c'est quoi qui a été au début pour toi vraiment le plus difficile dans les premiers mois, peut-être les premières années? Est-ce qu'il y a des choses qui pour toi étaient vraiment particulièrement difficiles quand on se lance en fait? Bah déjà, il y a un truc de base, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut faire. Et Mhm. là, tu vas me dire, hein, mais oui, mais en fait, c'est très con. Mais il y a l'espèce de syndrome de l'objet brillant, d'être son propre Mm. chef, d'être indépendant, de choisir ses horaires, où tu as l'impression que tu vas gagner ta vie en travaillant peu finalement, ou en tout cas à ton rythme. Donc il y a ce truc-là, déjà. Et puis surtout, il y a le truc de qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi que tu as envie de faire? C'est quoi que tu as dans les tripes? Parce que, en fait, ce truc-là, là, de travailler tranquillement, Mhm. machin, ça n'arrivera pas. Parce que pour réussir dans ce que tu veux faire, il va falloir que tu sortes tout ce que tu as, et même beaucoup plus. Il va falloir que tu sortes tes tripes sur la table. Il va falloir que, excuse-moi de l'expression, mais que tu te sortes les doigts de... Voilà. Il va falloir que ça soit tellement motivant, tellement fort, que c'est OK de te lever le matin et de commencer à bosser, machin. C'est OK de reprendre le taf une fois que tes enfants ils dorment. C'est OK si tu as un taf salarié de bosser à côté. C'est OK d'aller faire énormément de sacrifices pour y arriver. Et ça, le truc, c'est que, bah, tu vois, si déjà la base, elle n'est pas fixe, Mhm. il faut savoir ce que tu veux faire. Et moi, tu vois, juste pour ce truc-là, pour savoir ce que j'avais envie de faire, eh ben, ça a pris des années. Parce que j'ai passé mon diplôme en 2014.
D'accord. Pendant que j'étais à l'école, donc j'ai fait une formation qui était payée par le Pôle emploi, mais dans une vraie école de mode, etc. Mhm. Pendant que j'étais à l'école, j'avais déjà des clientes qui me demandaient des robes de mariée. Des robes de mariée, des robes de soirée. Donc au début, ça a été une amie d'enfance, après, c'était la sœur d'une amie, etc. Donc si tu veux, ça me chauffait un peu. Mais moi, à la base, je Mm. voulais faire du workwear féminin. Donc aujourd'hui, ce mot, on ne l'utilise plus. Mais bon, je voulais faire des fringues un peu sympas, tu vois, style petit créateur parisien, machin. D'accord. Et, euh, et en fait, j'ai dû faire le deuil de ce truc-là pour faire des robes de mariée. Mais du coup, il m'a fallu du temps. Il y a eu un processus de quelques années déjà, juste pour arriver à savoir ce que j'avais vraiment envie de faire, tu vois. Donc, en fait, c'est ça, je pense, déjà la base. Le plus difficile, c'est déjà d'être sûr de ce que tu veux, parce que ça va être tellement dur que tu as intérêt à vraiment avoir envie de le faire. Mm. Il y a deux choses qui me viennent par rapport à ce que tu nous partages. Déjà, est-ce que tu dirais que tu as eu une espèce de désenchantement quand tu t'es lancé en te disant peut-être que tu avais la vision de l'entrepreneuriat, justement, on est libre, on choisit nos horaires, on travaille peu et ça rentre tout seul, entre guillemets. Alors, j'exagère un peu, mais est-ce que Ouais, tu as déchanté en te rendant compte qu'en fait, fallait bosser peut-être plus que ce que tu avais imaginé? mais non, parce que tu vois, cette vision-là, c'est une vision, je pense que plein de gens ont. Mhm. Mais moi, je pense que j'ai pas cette vision-là déjà du travail de base. Donc, je suis une grosse bosseuse. Je Ouais. suis quelqu'un qui aime énormément travailler et qui sait travailler beaucoup. Non, je n'ai pas été désenchantée par rapport à ça. Par contre, j'étais complètement paumée. Parce que c'est comme si, tu vois, tu as un petit poisson, on te fout dans la Méditerranée, on te dit, allez, tu vas rejoindre, je sais pas, le Maroc. Allez, hop, vas-y. Et tu sais que c'est là-bas, tu sais que d'autres ils l'ont fait, mais c'est plus le chemin, tu vois, de savoir quoi faire en fait. Comment tu sais quoi faire? On te dit, ok, tu vas être entrepreneur. Alors déjà, quel statut? Mhm. Euh, un business plan, quand t'as pas fait d'école de commerce. Bon, alors faut faire un business plan, affiner ton persona, donc ton produit, ton truc. Donc moi, c'est plutôt ça où ça a été très très dur au début parce que de part aussi la personne que je suis, j'avais le syndrome de Mhm. l'imposteur. Toutes mes concurrentes aujourd'hui, en tout cas tous les gens qui font ce que je fais, ils ont tous des bacs plus 5. Moi, j'ai une année d'école de mode, c'est tout. Voilà. Donc très peu de diplôme. J'ai pas de formation, j'ai que le bac. Voilà. Donc, enfin, tu vois, il y avait tout ce truc-là où en fait, c'est plutôt ça en fait où ça m'a. J'ai trouvé ça très dur parce que en France, quand tu veux créer une boîte, en fait, il n'y a pas un seul site qui est simple qui te dit tu veux faire ça, machin, hop, tu fais ça. Non, tout est compliqué. Il Mhm. faut aller chercher les infos, recouper les infos, essayer de comprendre comment ça se passe. Et donc, c'est plutôt ça qui m'a fait un peu désenchanter. Ok. Et ça, tu as réussi à le faire toute seule ou est-ce que tu t'es fait accompagner ou peut-être par les personnes dont tu parlais tout à l'heure? Bah moi, j'avais un gros problème, c'est que j'avais pas de budget. Mhm. Donc, quand je dis pas de budget, j'avais quand même un petit peu, enfin, j'ai démarré avec quand même un petit billet, mais c'était pas non plus un budget énorme. Et D'accord. j'avais peur, tu vois, dans mon inconscient collectif, que si je me fasse accompagner, ça allait me coûter très cher. Mhm. Donc, j'ai voulu faire beaucoup toute seule. Et, et en même temps, c'est difficile. Donc, du coup, je me suis fait accompagner par une association qui s'appelle l'ADI, Ok. qui est une association qui aide les créateurs d'entreprises. Et à l'époque, j'ai eu la chance de participer à une formation qui durait 6 semaines, je crois, un truc de dingue, sur créer ton business. Donc vraiment le truc incroyable, genre gratuit, avec des gens, des retraités de la haute finance, des hauts Mhm. commerciaux de pharmacie, de machin, enfin vraiment des gens qui ont le business dans la peau, tu vois, des bénévoles. Et en fait, ils m'ont aidé à bien affiner mon produit, à bien trouver mon persona, à faire un business plan. Ils m'ont filé un tableau où tu rentrais vraiment tous tes prévisionnels 1, 2, 3 ans, machin, avec tes charges, machin, pour trouver le meilleur statut possible, etc. Mhm. Donc ouais, je me suis fait un petit peu aider. Mais après, tu es tout Ok. seul quand même. Oui, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, c'est un beau parcours, effectivement, Gentil. que tu as eu. Et par rapport, ma deuxième question qui m'était venue, c'est, tu disais au départ que tu ne pouvais pas faire des robes de mariée. Enfin, c'était pas forcément quelque chose qui t'était venu à l'esprit. Et tu as eu des demandes. Et du coup, est-ce que c'est ces demandes qui t'ont fait te rendre compte qu'en fait, finalement, tu aimais bien ça? Ou est-ce que tu t'es adapté finalement à un besoin en disant, bah, je sens qu'il y a quelque chose à faire dans cette voie-là et du coup, je choisis ça en fait.
Comment ça s'est Bah, passé pour toi? plein de facteurs. En fait, je peux même pas te dire c'est l'un, c'est l'autre. C'est effectivement, j'ai senti qu'il y avait un truc, tu vois. Et j'ai vite, quand j'ai fait un peu les calculs, j'ai vite compris que si tu veux faire de la couture, ce qui est ma passion à la base, Made in France, Mhm. et faire de tes mains, en fait, finalement, il y a que ce secteur-là vraiment où tu peux faire ça. Voilà. Donc il y avait ce truc-là. J'avais des demandes aussi. Donc si tu veux, presque ma destinée est venue à moi sans trop d'efforts finalement, c'est vrai, faut le dire. Et en même temps aussi, j'avais regardé le mariage de Kate et de William et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais vu Kate sortir, je m'étais dit, waouh, bon, j'étais en burn-out, j'étais sous un plaid dans le canapé, je m'étais dit, putain, mais elle est trop belle, mais c'est ça que j'ai envie de faire, des robes de mariée, c'est génial. Tu vois, donc il y avait un peu de tout ça en même Mhm. temps où je me suis vite rendu compte que j'aimais ça, on me le demandait et en plus, il y avait quelque chose à faire. Donc les trois en même temps, voilà. Si aujourd'hui tu devais refaire les choses différemment pour le début, pour le lancement de ton activité, est-ce qu'il y a des choses que bah, justement tu ferais de façon différente? Je me ferai accompagner. Voilà, je me ferai Ok. accompagner. Je pense que, ouais, ça c'est clair. Pour toi, c'est vraiment quelque chose qui booste et qui aide Ah à finalement aller bah plus oui, vite et arriver à son oui, objectif. Mm. oui, parce que quand tu apprends à nager et que tu nages un peu dans tous les sens, tu vas arriver du point A au point B, mais tu vas y Mm. aller, Alors que si tu dis, OK, c'est un budget, mais je me fais accompagner, je me fais coacher, je me fais aider, ça te permet de gagner du temps, Mm. tu vois. C'est juste ça. D'entendre quelqu'un te dire, allez, tu vas y arriver, aie confiance en toi. Ton truc, il est bien, il est ficelé, moi je crois en toi et tout. En fait, ce temps-là où en fait ça, tu as besoin de le voir par toi-même, par l'expérience, Mhm. bah en fait, ce temps-là, déjà, tu vois, ça te le fait gagner parce que tu vas avoir quelqu'un qui va te coacher, qui va t'aider à mettre vraiment ton offre sur pied. Et donc, ouais, je me ferai accompagner. Ok. On parlait tout à l'heure d'émotions, enfin tu as évoqué le fait que tu étais très sensible. Si je ne m'abuse, tu es hypersensible, parce qu'on te définit comme Ouais. Oui. hypersensible. Qu'est-ce que finalement, cette hypersensibilité, comment elle se traduit peut-être dans ton métier? Est-ce qu'il y a des choses un peu particulières, des difficultés peut-être plus intenses quand on est entrepreneur et hypersensible? Bah, je pense que quand on est entrepreneur et hypersensible, ça a deux avantages. Ça a l'avantage comment dirais-je, deux pendant. Ça a l'avantage à la fois de te permettre de sentir les choses et d'être très sur l'instinct, donc de Mhm. prendre des décisions avec ton instinct, ce qui est très bien parce que en fait finalement je trouve que les meilleures décisions qu'on prend c'est quand même celles sur l'instinct, tu vois. Donc ça c'est super. Et en même temps, ça a le désavantage que tu captes les émotions autour de toi, notamment de tes clients, de tes proches, de tes fournisseurs, peu importe. Mhm. Et comme au début, quand tu te lances, tu as besoin de la validation des autres, bah, dès que tu as un retour négatif sur ton travail, ça te blesse et donc ça te refait perdre confiance en toi. Souvent, quand tu es hypersensible, si je veux pas faire de la psychologie de front, je suis pas calée, mais j'ai l'impression que ça va quand même souvent avec aussi des fois des petits manques de confiance en soi ou avec Confirme. des petits doutes parce que Mm. l'hypersensible va tout le temps se remettre en question, il va aussi vouloir beaucoup être complaisant avec les autres. Donc, on va vouloir toujours s'adapter aux autres. Mais Mhm. ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, quand tu es entrepreneur, il faut mettre des limites. Il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on va te dire. Il faut dire, OK, ça c'est ton avis, mais ça ne me concerne pas, ça ne m'atteint pas. Et ça, c'est assez difficile au début. Moi, j'ai failli arrêter mon activité à cause de ça, parce que au début, je suis tombée sur des clientes, ce que j'appelle passif-agressif, Mhm. c'est-à-dire des gens qui sont très polis en tout point, qui sont même pas méchants, qui ne voient même pas qui te blessent, mais qui vont avoir des réactions qui vont énormément te toucher et qui vont limite te dégoûter en fait de ton but, de ta passion, de ton taf, quoi, tu vois, parce que tu te dis, attends, si c'est comme ça, bah moi je veux pas faire ça en fait. Ouais, je suis très très honnête. En plus, là, c'est en partage sur mon compte Insta. Bah, du coup, il y a des clients qui vont peut-être découvrir ça. C'est quelque chose dont je ne parle pas forcément souvent, mais ouais, franchement, ça, c'est assez dur. Voilà. Donc, ça, il faut faire attention parce que quand tu es hypersensible, tu es beaucoup dans l'attente de la validation des autres. Mhm. Et quand tu es entrepreneur, il faut arrêter
d'attendre la validation des autres. Bien sûr, il faut, bien entendu, être au petit soin pour ses clients, etc. Mais il faut pas non plus être toujours dans l'attente de la validation des autres parce que c'est toi qui dois te valider toi-même. C'est toi qui dois faire briller ta lumière. Faut pas attendre que les autres ils viennent faire briller ta lumière. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, Parfaitement, ouais, c'est je suis totalement d'accord. voilà. Donc c'est vraiment, faut faire attention, faut se protéger en fait. Mm. Et justement, est-ce que toi, tu as des petits tips à nous proposer pour ça? Comment toi, tu as fait justement pour réussir à te protéger et de pas abandonner ton Ouais. entreprise en fait? Bah déjà, souvent, quand ça t'atteint, c'est que personnellement, t'es fatigué, t'es pas dans Mhm. une période de ta vie qui te plaît, ou t'es un peu en doute sur toi-même, ou des fois à la maison ça se passe pas toujours bien, ou si t'as des enfants, ils sont très durs en ce moment. Donc souvent, quand ça commence à t'atteindre, c'est parce que bah, toutes tes barrières, elles ont sauté, parce que avant ça, t'es déjà fragilisé. Et c'est important de se connaître soi-même et de savoir que quand tu te sens fragile, il faut pas aller au contact, en fait. Si tu sais que Mm. tu es fragile, il faut se préserver. Ça, c'est une première chose, mais des fois, quand tu es solopreneur, tu peux pas forcément te protéger parce qu'en fait, il y a que toi. Donc, bon, il y a ce côté-là. Si tu peux, c'est bien d'éviter d'aller au contact des autres quand, en fait, tu sens que le monde qui t'entoure, devient trop dur pour toi. Après, très honnêtement, en fait, il y a vraiment pas, je peux pas donner d'astuces. C'est les années d'expérience et l'âge aussi. Mhm. Plus je vieillis, plus je me sens sereine, plus je me sens légitime, confiante et connais ma valeur. Et donc du coup, je me blinde à max. C'est-à-dire que des fois, quand je suis en rendez-vous, donc ça c'est anecdote très personnelle, et que les gens se mettent ouvertement à critiquer mon travail. Moi, je suis là, tu vois, dans ma tête, je vois un petit oiseau qui vole, piou, 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 piou. Je vois, et je visualise vraiment, je fais presque de la Mm. sophro, je le visualise, je dis, hey, c'est pas mal par là. Et puis, les clients me disent, ah, ça, c'est vraiment moche. Ah oui, oui, c'est moche. Voilà, en fait, j'ai appris à prendre du recul et me dire, ok, pour toi, tu n'aimes pas, c'est ta façon de dire que tu n'aimes pas, Mhm. tu ne penses même pas forcément être méchante vis-à-vis de moi, mais tu sais quoi, je m'en fous, franchement, t'aimes pas, Mm. t'aimes pas. En plus, on a clairement du succès, voilà, je vais pas dire le contraire. Donc finalement, bah, il faut qu'il y ait des clients qui valident pas, parce que sinon, en fait, si toutes les clientes faisaient leur robe chez nous, on n'y arriverait pas. Donc, j'ai envie de Elle te te dire, rend service en un sens, hein. finalement, et on a assisté à la même conférence au Bichot où un type, je sais plus c'est qui, je crois que c'est, je sais plus comment il s'appelle, le super commercial là, qui expliquait que Mickaël Aguillard. Michael Aguilar, qui expliquait que en fait, si tu fais 300 rendez-vous et que tu sais que tu valides un rendez-vous sur deux, et ben, qu'elle valide ou qu'elle valide pas, t'as gagné ton panier moyen à l'année. C'est-à-dire Mm. que, en fait, si tu sais que, bah, grosso modo, je dis n'importe quoi, tu fais 300 000 € à l'année et que tu fais 300 rendez-vous et que tu as 50% de taux de transformation, bah, en fait, elle valide pas, tu as gagné 1 000 €, elle valide, tu as gagné 1 000 €. En fait, tu vois, tu peux le voir comme ça. Et donc, moi, je me blinde aussi en me reportant finalement au succès de ma boîte, en me disant que, bah, que ça valide ou que ça valide pas, ou qu'on soit gentil ou qu'on soit méchant avec moi, bah dans tous les cas, en fait, ça continue d'avancer. Je fais mon petit bonhomme de chemin, j'embauche, je développe, et puis bon, voilà, voilà. Mais bon, en fait, la seule chose qui soigne finalement, c'est le temps. Voilà. Mm. Il y a que le Oui, et temps puis finalement. l'expérience aussi que tu réussis à acquérir, et puis les concrétisations en fait, parce que tu as Bien sûr. commencé, tu étais toute seule. Là, Mm. aujourd'hui, tu as une équipe. Comme tu dis, effectivement, ton business se porte très bien, t'en vis très bien, tu es très à l'aise. Du coup, tu es passé aussi au côté management. Et tout ça, ça prouve, en fait, ça vient appuyer le fait que ça se passe bien, que tu as des compétences et que ce que tu fais est de qualité. Oui, oui. Puis en plus, nous, ce qui est bien dans ce qu'on fait, ce qui est génial, c'est que les clientes, en fait, c'est notre meilleur remède. Parce que quand on fait le processus, déjà, elles nous envoient vachement d'amour. Ça, Mhm. c'est un truc, c'est quand même c'est incroyable, c'est une relation vraiment incroyable. Et quand on arrive à la fin, tu sais qu'elles récupèrent leur robe, on fait les derniers petits points, machin, on les chouchoute et tout. Et ben, quelque part, comment dirais-je? Elle nous remercie, tu vois, du fond du cœur et on sent que c'est sincère. Ça va au-delà d'une relation commerciale. On est clairement dans quelque chose de personnel, tu vois. On est rentré dans leur intimité, on les a vues des fois toutes nues. Puis elle nous explique, ah bah là, quand je mange, j'ai gonflé, machin. Enfin, tu sais, on rentre vraiment dans l'intimité et à la fin, elle nous remercie.
Et elle nous donne tellement de love, elle nous donne tellement de force pour continuer à avancer que finalement, toute cette force-là, en fait, tu vois, elle reste à l'intérieur de moi. Je suis pas quelqu'un qui me vante ou quoi, tu vois, mais c'est vrai qu'à force que les clients me disent, oh là là, je suis tellement contente, je me sentais bien, je me sentais belle, bah tu vois, bah tu sais, je me dis, ouais, bah meuf, t'assures quoi, Mhm. tu vois, c'est bien ce que tu fais kiffer des gens en fait. Donc moi, alors attention, pas dire moi parce que ça serait très désobligeant pour mon équipe, mais on fait kiffer des gens. Et en fait, ça n'a pas de prix. Donc finalement, bah, s'il y a quelqu'un derrière qui va arriver, qui va dire, bah, oh, c'est moche, hein, bah, je vais me dire, oui, oui, c'est moche. Je m'en fous, c'est pas grave, tu vois, Mhm. c'est... Donc c'est ça, en fait. Je pense que la seule chose qui peut permettre à un hypersensible de vivre, de survivre dans l'entrepreneuriat, c'est de prendre le temps de s'écouter, de prendre confiance en lui, de, d'essayer de tabler sur le positif. Mon mari me dit toujours, focalise-toi sur le positif, regarde le positif, arrête de regarder la petite goutte qui va pas, regarde tout Mhm. ce qui va. Et en fait, quand tu fais ça, bah, au fur et à mesure, tu as un client, il est content, deux clients, trois clients, 10 clients, 100 clients, 1000. Bah, à un moment donné, tu te dis, ouais, ok, bon, allez, c'est pas grave, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est beau de voir ça. Aujourd'hui, donc, comme je disais, tu as une équipe, mais quand tu étais toute seule, au tout début de ton entreprise, est-ce que du coup tu te sentais un peu isolée, tu te sentais justement un peu alone Ouais, face à tout ça, tout ce que tu devais faire? oui, oui. Et la charge de travail m'effrayait, me créait du stress. Ce stress me fatiguait, donc j'étais moins productive. En plus, ça m'empêchait de dormir la nuit. Ouais, en fait, ouais, c'était très dur, faut dire la vérité. Hmm. C'était très très dur. En plus de ça, bah, ça personne ne le sait à part quelques proches et peut-être deux, trois clientes. Mais au moment où j'ai appuyé sur le bouton on de ma boîte, donc au bout de 8 mois de préparation de business plan, de collection, de trucs de machin, 6 mois plus tard, je suis tombée très très malade, Hmm. au point de quasiment plus pouvoir marcher, me lever, enfin vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. Errance médicale. Et, euh, et de l'autre côté, tout de suite, ça a fonctionné. Tu vois, ma boîte a tout de suite explosé, tout de suite des retours positifs. Donc, c'est vrai que la charge de travail, plus j'avais une toute petite fille à l'époque, ma fille avait 1 an et demi, Mhm. plus le fait que ma boîte marche limite trop vite par rapport à ce que j'aurais imaginé, et ben en fait, ça a été très dur. Et vraiment, ça a été un enfer. Voilà, clairement, je le dis. Je pense qu'aussi, quand on est hypersensible, ça ne me concerne pas que moi. Je pense que ça concerne plein de gens qui sont hypersensibles. Je fais beaucoup de comptes sur Insta là-dessus. On est plus sujet, malheureusement, à faire ce genre de maladie, une maladie chronique liée au Hmm. stress, liée à l'intériorisation de ce qui nous entoure et qui ne devrait pas, etc. Et du coup, et ben, des fois, la vie, elle est un peu plus dure. Et ça a été très, très dur. Voilà. Et ça l'est encore aujourd'hui un peu moins. Mais ça a été très, très, très difficile. Donc voilà, c'était mon émotion. Non, ça a Mais été dur. Ça a je été dur comprends. parce que Ce qui est beau, c'est de voir tout le chemin finalement parcouru, de c'est voir où gentil. tu as commencé, des difficultés que tu as eues et aujourd'hui bah, où tu en es avec tes clients justement, comme tu dis, qui te remercient, qui t'envoient tout ce love. Et tout ça, c'était pas pour rien. Et tu continues encore à donner finalement, entre guillemets, un peu à donner de l'amour, hein, parce que finalement, Ouais, les robes de mariée, c'est quand même c'est ça. quelque chose qui est dans cet esprit-là. Mm, c'est ça. Mais c'est vrai que, tu vois, là récemment, j'ai assisté bah, à la conférence qu'on a assisté ensemble de Aline de The Bee Boost. J'ai regardé plein de comptes qui parlent d'entrepreneuriat et je me suis rendu compte que beaucoup de gens, et moi la première, quand tu connais pas ce milieu-là, tu sous-estimes. Tu regardes les gens à un instant T en disant putain, ouais, il a réussi, elle a réussi, mais comment il a fait? Mhm. Et je pense qu'il y a des gens peut-être qui me voient comme ça, en fait. Mais en fait, il faut savoir que ce que tu vois n'est qu'une façade. Ce que tu vois sur Instagram n'est Mm. qu'une façade. Tout le travail qu'il y a derrière, tous les sacrifices. Et en l'occurrence, moi, en plus, j'étais malade. Donc, j'ai donné ma santé aussi Mm. pour ça. Parce que, bah, en fait, j'aurais dû ne faire que dormir et je l'ai pas fait. Et bah, tout ça, les gens, ils le voient pas. Et
faut juste faire la balance, tu vois, de se dire entre être salarié et des fois, ouais, ça me fait un peu chier parce que mon chef ou ma chef me donne des ordres, parce que je peux pas prendre mes vacances quand je veux, parce qu'il y a des Mhm. contraintes. Et être entrepreneur où là, en fait, t'es H24, parce que bah en fait, même quand tu bosses pas, t'as des trucs dans la tête, tu travailles en pleine nuit, tu te dis ah putain ça, machin et tout. Et ça, en fait, les gens le voient pas, Mm. tu vois, et c'est très dur. Et c'est ça la réalité. La réalité, c'est que pour monter un business, c'est déjà dur, mais c'est un peu comme quand tu deviens mère, tu vois. L'accouchement, c'est pas facile, mais après, faut élever ton Mm. gamin pendant 20 ans. Et ben là, c'est exactement pareil. Tu vois, c'est super difficile. Voilà. Je veux pas dire c'est simple, c'est difficile. Voilà. Il faut Non, mais élever. tu as raison de le dire, et je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et c'est vrai que parfois on peut avoir une vision biaisée en se disant qu'on va tout choisir, avoir cette liberté, etc., et que ça va être facile finalement de dégager du revenu, et on peut déchanter. Et la réalité, c'est que c'est pas si facile et qu'il y a des sacrifices, comme tu le dis, à faire, que ce soit bah, parfois malheureusement sur la santé, même si on ne fait pas exprès, c'est une conséquence, Bah ou ouais. parfois sur sa famille, ses amis, enfin. Mm. Effectivement, sur les réseaux, on voit parfois que des belles photos, des beaux résultats. Déjà, on voit que ce qu'on nous montre, mais Mm. derrière, il y a tout l'envers du décor. Il faut être honnête. Faut pas l'oublier, tout à Je fait. pense que tu es d'accord avec moi, c'est quand même pas facile parce que bon, quand tu es salarié, tous les mois, tu as ton salaire qui tombe, que tu as bien travaillé, que tu pas bien travaillé, que tu as été en arrêt Mm. maladie, pas en arrêt maladie, tu as ton salaire qui tombe. En fait, quand tu es entrepreneur, si tu fais de la merde, bah t'es pas payé. Tout à fait. Si tu es moins bon pendant quelques mois, allez, bah, c'est pas immédiat, mais t'as plus de clientes ou t'as plus de clients, ou tu perds des contrats, ou enfin peu importe ton activité, en fait, si t'es pas bon, si t'es pas toujours bon, tout le temps, et bah tu fais banqueroute, quoi. Mm. Il y a une sorte Va! effectivement d'exigence, mais après il y a aussi, parce qu'on on évoque les mauvais côtés, mais il y a aussi les bons côtés de Bien sûr. l'entrepreneuriat. Bah, Euh, quand tu es hypersensible, par exemple, tu as besoin de nouveautés aussi souvent. mm, Tu vois? Tu as besoin de sensations, de vécu, de vivre des choses. Et quand tu es entrepreneur, tu fais que ça, de la nouveauté tout le temps. Tu fais tout le temps des nouvelles choses. Tu évolues tout le temps. Tu as toujours de nouvelles idées. Et ça, c'est génial. Tu t'ennuies jamais. c'est sûr qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Les journées passent tellement vite. Il faudrait des heures en plus dans les journées, mais on Ouais. trouvera encore le moyen de les remplir Nous, de toute façon. c'est pas, tu sais, c'est pas, oh, il est 19h, je vais partir. C'est, oh, putain, il est déjà 19h, oh là là, il me faut une heure en plus. C'est ça, c'est ça. J'avoue, je plaide coupable et je bosse des fois à des horaires où je devrais pas bosser, mais bon. Voilà, dimanche matin à 7h, quand tout le monde dort, et toi, t'es là, attends, je vais faire 2 ou 3 mails, personne va me voir, ils dorment tous dans la maison, tu sais, personne va me juger. Voilà. C'est vrai que c'est très prenant. Et puis, alors toi, du coup, t'es passé à un stade un peu différent, mais au début, quand t'es tout seul, tu fais plusieurs métiers. C'est En plus, dur, tu fais ton vrai métier, c'est plus tu dur. as toutes les casquettes en même temps. Tu te délègues pas forcément parce que t'as pas forcément les moyens. Donc, Bah, tu sais, même encore aujourd'hui, hein, au final, mm, moi, il y a plein de choses que je fais toute seule, hein, enfin, il y a plein de choses que là, mon objectif 2024, c'est de déléguer un maximum sur toutes les choses où d'autres personnes auraient plus de valeur ajoutée que moi mhm, et où ça rentre dans le budget de la boîte, on va dire. Mais quoi qu'il arrive, tu fais quand même beaucoup de trucs, hein. Je pense qu'avant d'en arriver au stade où vraiment, toi, ton rôle, c'est que de cheffer, tu vois, là, on parle d'une boîte avec peut-être, allez, 10 personnes, toute une team, etc. Une boîte qui fait plusieurs millions, ok, soit. Mais avant ça, même si ça fonctionne, même si ça marche bien, etc., bah, dans tous les cas, en fait, tu vois, il y a un truc qui se décroche, il faut visser un truc au mur, machin, bah, tu sors ta perceuse. mm. Il faut, bah moi, en l'occurrence, je fais plus trop de couture parce que bah, j'ai mon équipe. Mais bah, des fois, en fait, il manque de temps. Il faut finir un truc. Bah hop, je passe derrière la machine, machin. Mhm. Tu vois, moi, je suis un peu le joker de la boîte, quoi. Donc, en fait, t'as toujours une multicasquette, hein. C'est toujours comme ça. Mm. Ça change jamais, ça. Ça s'arrête jamais. Voilà. Est-ce qu'il y a... Ouais, dis-moi.
Oh non, j'allais faire une vanne. Bah, par exemple, c'est moi qui nettoie les chiottes, hein, faut le savoir. Ah, c'est glamour, ouais, ouais. Effectivement. Voilà, parce que je me dis, bon, le showroom, il fait 50 mètres carrés, tu vois, on se relaie pour le ménage. Je vais Mm, pas prendre quelqu'un pour nettoyer 50 mètres carrés, mm. c'est pas, enfin, c'est ridicule. Autant le faire nous-mêmes, ça nous prend pas beaucoup de temps. Bon, peut-être faudrait que je délègue quand même. Tu pourrais, c'est un choix. Mais d'ailleurs, justement, à quel moment tu t'es dit, c'est bon, j'ai assez grossi pour pouvoir bah, déléguer, prendre une personne, deux personnes, etc. C'est à quel moment? Bah déjà, tu sais, quand j'ai fait ma formation, elle a dit, on t'alloue un mentor. Mhm, Et donc, bah moi, j'ai appelé mon mentor parce que comme ça a explosé quand même assez vite, c'est-à-dire que, tu vois, j'avais fait un business plan première, deuxième et troisième année. Et la deuxième année, j'avais déjà explosé ma troisième. Enfin, du coup, mm, j'ai appelé mon mentor et je lui ai dit, OK, là, ça fait beaucoup d'argent à gérer et je sais pas si je peux embaucher, pas embaucher. On m'a dit que ça coûtait cher, j'y connaissais rien du tout. Donc, il m'a donné un truc, il m'a dit, grosso modo, c'est lié à mon secteur, 100 000, une mhm. personne. Voilà, grosso modo. À 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, tu mets une personne supplémentaire. D'accord. Donc, voilà, il m'a dit ça. Il s'avère que c'est à peu près vrai. C'est à peu près vrai, pas tout à fait, mais c'est à peu près vrai. Après, en fait, tu délègues au moment aussi où tu n'en peux plus, en Mm. fait, tout simplement. Alors, au début, quand tu délègues, bah, tu as une petite perte de revenus. Donc, effectivement, c'est voilà. Mais en fait, la personne à qui tu vas déléguer, bah, potentiellement, elle va prendre de l'aisance dans son travail et au Mhm. fur et à mesure du temps, elle va aussi mieux performer et ça va t'amener aussi d'autres revenus. Donc, voilà. Après, c'est pareil, tu vois, j'ai vu des podcasts de gens qui disent qu'en fait, il faut pas attendre d'être ras la gueule pour Ouais. déléguer. Il faut commencer à le faire avant ce stade-là. Donc, je suis pas sûre d'être une bonne élève sur ce point, tu vois. Je pense que moi, je suis plutôt de la team qui attend vraiment de plus en pouvoir avant de se dire, OK, il faut que je trouve quelqu'un. Je suis quelqu'un qui est très dans l'action, tu vois, très Mm. rapide dans mes choix, très rapide dans mes décisions. Mais je pense que c'est mieux, tu vois, de limite faire le petit écureuil et de se dire, OK, je vais commencer à prendre quelqu'un, même si j'ai pas encore tout à fait besoin. Je sens que ça va arriver. Il faut le prendre un petit peu avant parce que déjà, tu arriveras mieux à former la personne, qu'il lui faut au moins 3 à 6 mois pour être efficace dans son Mhm. poste. Et que en plus, déjà, si t'es à la gueule, former quelqu'un. Alors ça dépend parce que si c'est quelqu'un qui est spécialisé dans son métier, t'as pas besoin de la former, Ouais. mais au moins juste qu'elle s'habitue à la boîte et donc tu dois lui donner ton temps, alors que toi-même t'as plus de temps par rapport à ton activité, bah c'est un peu compliqué. Donc je pense que c'est bien de, si tu peux, de l'anticiper. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Quand t'as une boîte, Mm. faut toujours avoir Un coup d'avance. une dizaine, une dizaine de coups d'avance. Avec Petit coup plan A, d'avance. tu vois, cinq six coups d'avance, plan B, trois quatre coups d'avance, et plan C, vraiment, si ça foire. Voilà. Et justement, en parlant de plan, c'est quoi pour toi la prochaine étape ou les prochaines étapes En termes de quoi? pour ton business? Tu veux savoir quoi? Dis-moi. Ce que tu as envie de nous Merci. partager. Ce que je veux te partager? Bah, parlons chiffres. Bon, ça, c'est un peu touchy parce que du coup, s'il y a des clients, mais je suis désolée, on va parler chiffres vu que là, on parle entrepreneuriat. La prochaine étape pour moi, c'est les 500 000 euros. Ok, Voilà, le demi-million. Et 1 million d'euros, je me laisse, tu vois, là j'ai 37, je vais avoir 38. Je me laisse 5 ans pour le million. Voilà, top. Je te souhaite d'atteindre ces chiffres-là, voire même de les dépasser. j'espère. Mais bon, faut pas vouloir aller trop vite non plus. Non, mais tu as l'air d'être bien, Alors, bien après, préparé. après, ce chiffre-là, c'est que des billets de Monopoly parce que c'est pas dans ma poche et c'est pas, je veux pas ce chiffre-là pour l'atteindre. Mm, Bien sûr, j'aime bien les chiffres, j'ai été commerciale, etc. Mais c'est surtout que ce chiffre-là me permet d'être staffée comme j'ai envie et d'avoir le confort de vie mm, que j'ai envie. Je parle pas en termes de salaire, mais je parle en termes de charge de travail. mm, C'est-à-dire que plus tu fais de sous, plus tu peux te staffer et moins tu fais d'heures. Voilà, mm, c'est juste par rapport à ça. J'ai la sensation que si je continue avec les bonnes pratiques que je suis en train de faire, c'est-à-dire d'essayer de déléguer ce que je peux déléguer, et ben, au fur et à mesure qu'on va grossir, plus on aura une équipe dense,
plus on aura de talent dans l'équipe et plus je pourrai me reposer sur les autres et me reposer tout court. Voilà. Hmm. Ok. Voilà, vraiment viser 35 heures, vraiment. Voilà, D'accord, c'est ton c'est objectif ça. du coup, pouvoir Bah, travailler un peu d'avoir moins. ouais, en fait, d'avoir un bon équilibre entre Hmm. vie pro, vie perso. Voilà. Ok. On a parlé un peu tout le long de la réussite, du coup. C'est quoi pour toi la vision de la réussite et est-ce que tu estimes aujourd'hui que tu as réussi? C'est une question très complexe en fait parce que je pense que tu vois la vision de la réussite déjà pour le mettre dans le contexte, ma vision au commencement n'est plus ma vision aujourd'hui Mhm. et elle ne sera pas la même demain. Ok. Je pensais quand j'ai commencé que la réussite c'était gagner de l'argent, tu vois. Mhm. Quand j'ai gagné de l'argent, je me suis rendu compte que la réussite était d'avoir du temps. Et demain, je pense que ma vision de la réussite sera d'avoir du confort de vie, tu vois. En fait, pour moi, la réussite, c'est d'arriver à aligner le fameux mot à la mode, euh, mon équilibre de vie personnelle avec ma famille et mes proches, avec un certain salaire, avec un certain poste dans ma boîte, tu vois. Mm. Je veux avoir vraiment le job qui me fait rêver en tout point, tu vois. Vraiment essayer de faire le moins possible de tâches que j'aime pas et de faire que des trucs qui me font kiffer, tu vois. Ça, c'est vraiment important pour moi dans la réussite. Faire du kiff, du kiff, du kiff, du kiff, avec une charge de travail qui reste correcte pour avoir du temps avec mes proches Mhm. et avec le salaire qui me permet de vivre correctement et de pas me soucier des lendemains. Voilà. Donc, Beau projet. c'est Mm. complexe, ouais. C'est parce que pour Mm. arriver à mettre les trois en face, je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps. Et c'est intéressant ce que tu dis sur ce changement finalement d'objectif et de vision aussi au fur et à mesure du temps qui évolue, qui Ouais, évolue pour toi, mais qui peut évoluer aussi pour d'autres personnes qui, voilà, ouais. qui changent finalement. Ouais, parce que tu peux. En fait, je pense que quand on commence, on se dit j'ai peur de pas réussir. Mais ça, en vrai, ça passe. Parce que à force de travail, d'acharnement, de tester des trucs et tout, tu y arrives. Mais en fait, à un moment donné, tu y arrives tellement que tu n'as plus de vie. Mm. Et qu'est-ce qui se passe quand tu n'as plus de vie? C'est que tu es prisonnier de ton taf. Et donc, tu te retrouves dans quoi? Dans une prison mentale, Ouais. comme quand tu étais salarié. Une autre prison mentale, mais une prison mentale. Et moi, à un moment donné, je me suis retrouvée toute seule à faire 120 000 balles de chiffre d'affaires. Donc, c'est énorme, avec un nombre de robes incommensurable à produire. Mais j'avais plus de vie. J'avais plus de Mm. vie, je voyais pas ma fille, je voyais pas mon mari, et j'avais plus de sens dans ce que je faisais. Mm. Et donc, en fait, en rétro-pédalant, tu te rends compte que finalement, la réussite, c'est quoi? C'est d'arriver à avoir le job qui te fait kiffer, tu vois, avec un pourcentage assez élevé de tâches qui te font kiffer. Bon, il faut toujours des tâches qui te font moins kiffer, mais tu vois vraiment le truc qui te fait vraiment kiffer, où vraiment t'as pas de difficulté. Tu vois, tu fais ce qui te fait plaisir, d'aller chercher des idées, des trucs, des machins, développer, enfin, peu importe ce que tu fais avec le salaire qui va bien pour pas stresser pour la thune, tu vois, parce Mhm. que ça, c'est quand même un sujet, et avec du temps pour passer avec tes proches. Et en fait, si tu arrives à mettre les trois ensemble, mais c'est le kiff. Parce que si tu as un gros salaire, mais que tu jamais de temps, Mm. qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, bah t'es une loque. Et puis bah t'es un fantôme pour tes enfants, pour ta famille, pour tes potes, pour qui tu veux. Donc en fait, ça sert à Mm. rien. Voilà, l'argent finalement, c'est pas c'est des billets de Monopoly. Moi, je dis tout le temps ça à mes collègues. Je dis, tu sais, pour nous, c'est des billets de Monopoly. C'est pas notre argent, c'est un outil. Faut pas intellectualiser le truc. Le plus important, le truc le plus précieux qu'on a dans la vie, c'est le temps. Et, Mm. euh, et c'est ça, finalement. Aujourd'hui, tu vois, moi, demain, je pense que plus je vais vieillir, plus ce qui va me faire kiffer, c'est avoir du temps, en fait, tout simplement. Top. C'est quoi les qualités pour toi, selon toi, pour être un ou une bonne entrepreneur? Euh, je pense qu'il y a plein de types d'entrepreneurs différents. Donc, je pourrais très bien te donner la liste des qualités que j'estime, que j'ai la sensation Mhm. d'avoir. Mais au final, je pense qu'en fait, il n'y a pas une façon de réussir et qu'il y a plein de façons de réussir. Tu vois, si tu écoutes certains podcasteurs, ils vont te dire faut être organisé, faut timer son temps, faut être hyper rigoureux, faut être ci, faut être là.
Moi, je suis hyper sensible, je suis hyper créative, donc dans mon cerveau, c'est l'explosion. Donc Mhm. la structure, c'est très compliqué, ça met du temps, machin. Et donc j'avais pas forcément, à part la rage au ventre et la peur de perdre, j'avais pas vraiment les qualités, tu vois, qu'il fallait. Je pense que il faut juste, allez, si je trouve un trait de caractère commun, il faut être extrêmement flexible et pas être Mhm. borné. Parce que, par exemple, tu vas avoir une idée d'offre, tu vas la tester, tu vas te rendre compte que ton idée, c'est de la merde. Donc, tu vas la remodifier, tu vas la retester. Puis, tu vas avoir prévu de faire un truc comme ça, puis ça va pas marcher. Tu vas revenir en arrière. Bon, bah, finalement, tu vas tester comme ça. Donc, faut être flexible, faut être agile, tu vois. Mhm. Faut pas toujours faire la même chose en espérant avoir un résultat différent. Si tu veux un résultat différent, faut tester des nouveaux trucs. Mhm. Et donc, bah, du coup, ça nécessite quand même une certaine agilité mentale. Après, tout le reste, ça prend, tu vois. Tout le reste. Même ton cœur de métier, au final, moi, quand j'ai commencé, euh, j'étais pas, euh, j'étais pas la meilleure des couturières, hein, faut dire la vérité, hein. J'étais pas la plus forte. Mhm. Mais par contre, j'étais la plus motivée. C'est peut-être ça Parce que, finalement ouais. ce qui compte, c'est cette rage dont tu parlais, à quel point tu es déterminé et à quel point tu veux y arriver en fait, pour pas lâcher. Ouais. Il y a ma Euh, collègue qui rentre en douce. on arrive quasiment à la fin de notre échange. Si tu avais un conseil, un mot, quelque chose que tu pourrais dire à des personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et peut-être qui n'osent pas. Eh ben, on n'a qu'une vie et elle est courte. Donc, faites-vous kiffer. Super, j'adore. Ok, bah merci beaucoup pour ton temps, pour cet échange que j'ai trouvé hyper intéressant. Tu nous as partagé plein de choses, ton expérience en fait, et avec beaucoup d'authenticité. Donc merci pour ça. Tu as même cité des chiffres, donc c'est top. J'espère que ça a inspiré beaucoup de personnes, que ce soit bah, sur J'espère, ton compte ou sur le mien. j'espère. Moi, j'ai été ravie de passer ce moment avec toi. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie d'ajouter, quelque chose dont on n'aurait pas parlé, un message que tu veux faire passer? Eh ben oui, écoute, je voudrais te remercier de cette opportunité que tu m'as offerte de prendre la parole sur ce sujet. C'est vraiment super que tu aies fait ça parce que ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec toi, avec tes abonnés, avec les miens. C'est pas un sujet où j'ai souvent la parole. Et donc vraiment, je te remercie pour ça. Voilà, j'ai eu un coup de cœur sur toi quand on s'est rencontrés. Ça se confirme, voilà, dans ce live et d'une façon générale. Donc, je te remercie pour ça et je te souhaite beaucoup de réussite. Voilà. Merci beaucoup, ça me touche. Juste pour finir, du coup, je te propose de parler un peu enfin pas de ton métier, mais où Euh, on peut te retrouver en fait. alors, eh ben, c'est pas Tes compliqué. Vraiment, réseaux, c'est tout très ça. simple. Donc, vous pouvez me retrouver sur Insta, Marianne Carême, tout attaché. Vous pouvez me retrouver sur mon site www.mariannecarême.com et on a 3 showrooms. On en a un à Paris, donc à Clichy, un, un à Lyon, ouais, un à Lyon et un à Rennes. Donc voilà, vous pouvez prendre rendez-vous pour faire vos essayages si vous êtes une future mariée. Voilà. Ça marche. Bah, écoute, merci encore pour ton temps. Je republie Merci. le replay et merci à toutes les personnes qui C'est nous ont suivis. génial. Merci beaucoup, t'es un amour. Merci pour cette chance que tu m'as donnée. Et puis, bah, Avec plaisir. force à toi. Merci. Bonne soirée. Bisous, bonne soirée, bye. Bisous.